Pendant 25 ans, les agences de renseignement occidentales ont traqué un fantôme. Elles savaient qu'il existait. Il était le chef du renseignement extérieur est-allemand et son réseau d'agents s'était infiltré partout où il y avait des secrets. Mais il n'avait aucune idée de son apparence. Son dossier au siège de la CIA à Langley ne contenait presque rien d'utile. Quelques photos d'enfance et une photo granuleuse de 1945 qui aurait pu être n'importe qui. Ses poursuivants lui ont donné un surnom, l'homme sans visage. Il s'appelait Markus Wolf. Pendant plus de 3 décennies, il a placé des agents est-allemands au plus haut niveau des gouvernements occidentaux. Il a transformé la solitude en un outil d'espionnage et de diplomatie, envoyant ses agents Roméo pour séduire. Ce n'est qu'à la chute du mur de Berlin que les secrets qu'il avait si soigneusement gardés ont été révélés au grand jour. C'est l'histoire de l'espion qui était resté invisible, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se cacher. Le futur maître espion est né en janvier 1923 dans une petite ville du sud-ouest de l'Allemagne. Son père, Friedrich Wolf, auteur célèbre, dramaturge et médecin, était aussi juif et un communiste engagé. Ces caractéristiques allaient se combiner pour rendre la vie de la famille Wolf très dangereuse. La prise de pouvoir par les nazis en 1933 a rendu la situation de la famille impossible. Friedrich s'est échappé le premier, suivi séparément par ses fils, passés clandestinement en Suisse. La famille, y compris sa mère Elsa, s'est finalement réunie à Moscou, où le gouvernement soviétique leur a accordé l'asile. Markus n'avait que 10 ans. Il s'est adapté rapidement. Les enfants russes lui ont donné un surnom, Misha, et il le gardera toute sa vie. Il a suivi les étapes habituelles de la jeunesse soviétique, les jeunes pionniers, puis le komsomol. Il a appris à marcher, à scander des slogans et à croire. Mais Moscou, à la fin des années 1930, offrait d'autres leçons. Pendant les grandes purges, Markus a vu des voisins, des enseignants et des amis de la famille être emmenés par la police secrète, souvent la nuit et généralement sans explication. La famille Wolf a appris à survivre comme tout le monde, en gardant la bouche fermée, la tête baissée, et en espérant que ce ne serait pas eux que la police secrète viendrait chercher ensuite. Frédéric disait à ses fils que les arrestations, aussi douloureuses soient-elles, étaient des sacrifices nécessaires pour la Révolution. Se plaindre ne ferait que servir les fascistes. La leçon est restée gravée chez le jeune Markus. La loyauté signifiait accepter l'inacceptable. En 1942, le Parti communiste a identifié le jeune Wolf comme étant apte à une formation spécialisée et l'a envoyé à l'école du Komintern à Kuchnarenkovo. Le programme allait bien au-delà de la théorie politique. Il comprenait la manipulation des armes, les explosifs, les caches mortes, les rencontres secrètes et la gestion de réseaux clandestins. Chaque étudiant recevait une fausse identité. Wolf est devenu Kurt Forster. C'est pendant son séjour à l'école que Wolf a rencontré une jeune femme nommée Amy Stenzer. Son père avait été assassiné par les nazis à Dachau et sa mère emprisonnée dans un goulag soviétique. Amy s'était adaptée à ce monde de suspicion perpétuelle et Wolf était attiré par elle. Ils se sont mariés après la guerre et ont eu 2 enfants. Il avait 22 ans lorsque l'Allemagne s'est rendue. Markus était prêt à rentrer chez lui. Le 27 mai 1945, Markus Wolf regarda par la fenêtre d'un Douglas DC-3 militaire soviétique et vit ce qu'il restait de Berlin. La ville avait été complètement décimée, des quartiers entiers réduits en ruines. Le Reich, qui était censé durer 1000 ans, avait à peine survécu 12 ans. Wolf avait été un enfant lorsqu'il avait quitté l'Allemagne. Maintenant, il avait 22 ans, formé aux armes et à l'espionnage, et il était plus à l'aise à parler russe que l'allemand. Sa première affectation était à la radio de Berlin, dans le secteur britannique, où il travaillait sous le pseudonyme de Michel Storm. Il a couvert les procès de Nuremberg depuis la tribune de presse, tandis que Göring et d'autres tentaient d'échapper à leurs responsabilités. Après la fondation de la République démocratique allemande en octobre 1949, Wolf a brièvement servi comme diplomate à Moscou. Mais en 1951, il a été rappelé à Berlin pour une nouvelle mission, aidant à construire le service de renseignement extérieur du jeune État. L'organisation était dissimulée derrière le nom anodin d'Institut de recherche scientifique économique.
En réalité, il s'agissait de la HVA, la principale direction du renseignement. Cela allait devenir l'œuvre de la vie de Wolfe. En décembre de l'année suivante, 1952, Marcus Wolfe avait tellement excellé dans sa carrière qu'il fut nommé chef du renseignement extérieur. Il n'avait que 29 ans. Ses conseillers soviétiques le louaient comme un digne héritier allemand des traditions de la Tchéka, la police secrète soviétique d'origine. Le poste était accompagné d'une grande maison dans le quartier de Pankow à Berlin. Son précédent locataire, Anton Ackermann, le chef fondateur du service de renseignement extérieur de l'Allemagne de l'Est, avait été sans ménagement expulsé à la fois de son poste et de sa maison. Le fonctionnaire déchu et la nouvelle étoile montante ont simplement échangé leurs places. Wolfe a déclaré qu'il avait accepté ce rôle à contre-cœur, par devoir envers le parti. Il avait une phrase favorite à propos de la carrière qu'il avait choisie. « Mieux vaut 1000 gouttes de sueur qu'une seule goutte de sang ». Cela devait le distinguer des brutes de la Stasi dans la sécurité intérieure. C'était un sentiment noble, mais savoir si cela reflétait la réalité était une toute autre question. Peu de temps après avoir pris ses nouvelles fonctions, Wolfe fit une observation simple sur le fonctionnement des gouvernements occidentaux. Cela allait aboutir à son innovation la plus controversée en espionnage. Wolfe percevait ce que les services de sécurité occidentaux ignoraient. Les ministres étaient protégés, les généraux étaient surveillés. Mais les secrétaires, qui ouvrirent les coffres chaque matin, qui tapèrent les télégrammes et classaient les secrets, eh bien personne ne leur prêtait vraiment attention. Beaucoup étaient célibataires et beaucoup étaient seuls. Leur travail exigeait tout d'elles. En conséquence, leur vie personnelle en souffrait. Tandis que les renseignements occidentaux traquaient en des hommes en imperméable, Wolfe ciblait ceux que nul ne remarquait. Il a compris que dans la capitale froide et obsédée par le statut qu'était Bonn, la plus grande vulnérabilité était la solitude. Alors Marcus Wolfe a conçu un système pour l'exploiter. Son service a recruté des agents masculins, bientôt surnommés les Roméo par le contre-espionnage occidental, et les a formés à nouer des relations avec ces femmes. Les agents n'avaient pas besoin d'être particulièrement séduisants. Ce qu'ils offraient était plus simple. Une attention soutenue, une disponibilité émotionnelle et le sentiment que quelqu'un se souciait de leur journée. Wolfe était franc au sujet de ses méthodes. Il avait identifié une vulnérabilité et il comptait l'exploiter de manière professionnelle. Pour sa cible la plus précieuse, Wolfe n'a pas simplement envoyé un agent. Il s'est impliqué lui-même. Gabrielle Gast était une étudiante conservatrice menant des recherches universitaires en Allemagne de l'Est lorsqu'elle rencontra un homme se présentant comme un mécanicien automobile nommé Karl-Heinz Schmidt. Son vrai nom était Schneider et il était officier de la Stasi. La relation amoureuse était entièrement fabriquée. Une fois que Gast s'est engagé émotionnellement, le piège s'est refermé. On lui a dit que la relation ne pouvait continuer que si elle acceptait de fournir des informations. Face à la perspective de perdre l'homme qu'elle croyait l'aimer, elle a cédé. Wolfe comprenait cependant que la romance seule ne suffirait pas à garder un agent pour toujours. Il a cultivé une relation personnelle avec Gast, la rencontrant à plusieurs reprises au fil des années dans des pays neutres, jouant le rôle de mentor intellectuel et de figure paternelle. Tandis que son agent apportait l'amour, Wolfe apportait la cause. Gast en était venu à considérer son espionnage non pas comme une trahison, mais comme une contribution à la paix entre l'Est et l'Ouest. Wolfe lui a promis qu'elle ne serait jamais démasquée. Bien sûr, cette promesse était vide de sens. Gast a finalement accédé à un poste élevé au sein du BND, le service de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest. Elle préparait des notes d'information pour le chancelier Helmut Kohl, des notes qui arrivaient en même temps sur le bureau de Wolfe à Berlin-Est. Lorsque la RDA s'est effondrée, son nom est apparu dans les dossiers. Son amant a témoigné contre elle au tribunal, reconnaissant que son affection n'avait été rien d'autre qu'une technique opérationnelle. Cette trahison a blessé Gast plus profondément que les 2 années qu'elle passerait en prison. Pour certains des autres informateurs pris au piège de Wolfe, ses méthodes étaient moins des plus grossières, mais tout aussi calculées. Il mettait en scène des productions élaborées pour garder ses agents dociles. Lorsqu'une secrétaire nommée Marguerite Hawk avait besoin de l'absolution religieuse pour sa relation avec un agent Roméo, le département de Wolfe n'a pas discuté avec sa conscience. Ils ont écrit un scénario autour de cela. Ils ont sélectionné un officier de la Stasi pour incarner le prêtre, créer un décor et organiser une fausse cérémonie de mariage, avec des collègues jouant l'officier d'état civil et le témoin. La collègue de Dagmar, Scheffler, qui avait travaillé au bureau du chancelier, a reçu un traitement similaire, un faux mariage à Berlin-Est pour la garder coopérative. Lorsqu'une autre opération devait prendre fin,
Le service de Wolf aurait fabriqué la mort d'un agent, simulant une maladie incurable afin que la femme qu'il courtisait soit en deuil plutôt que de se poser des questions. Marcus Wolf décrivait ses agents comme une machinerie humaine qui fonctionnait de manière fiable lorsqu'elle était correctement entretenue. Les femmes n'avaient entêté rien de plus que des éléments dans une opération de renseignement. En mai 1956, Marcus Wolf se préparait pour son opération la plus ambitieuse à ce jour. Wolf envoya un couple marié nommé Gunther et Christelle Guillaume de l'autre côté de la frontière, à Berlin-Ouest. Ils étaient des agents dormants, chargés de se faire passer pour des réfugiés fuyant le communisme et de s'intégrer totalement à la vie ouest-allemande. Ils allèrent faire carrière, se faire des amis, rejoindre des organisations et attendre. Leur véritable mission était d'infiltrer le Parti social-démocrate. Pour leur couverture, les Guillaume ont ouvert une boutique de photocopie et un bureau de tabac à Francfort. Gunther était photographe indépendant. Christelle a trouvé un emploi comme secrétaire auprès d'un responsable local du SPD. Pendant près de 2 décennies, les Guillaume ont gravi les échelons sociaux et professionnels respectifs au service de leur maître espion. Gunther Guillaume a dirigé la campagne électorale réussie de Georg Labour, qui est devenu ministre des Transports. La direction du parti a alors remarqué Guillaume. En janvier 1970, il a été embauché par la chancellerie fédérale et en octobre 1972, il a reçu la nomination qui allait marquer l'histoire du renseignement, assistant personnel du chancelier Willy Brandt. Lorsque Wolf a reçu la nouvelle, il pouvait à peine y croire. L'infiltration avait dépassé ses rêves les plus fous. Depuis sa position au sein du cercle rapproché du chancelier, Guillaume avait accès à tout. Il transmettait des documents stratégiques de l'OTAN à Berlin-Est. Il a photographié des plans d'urgence nucléaire. Il a copié des communications top secrètes entre Bonn et la Maison-Blanche. Il a aussi rapporté les vulnérabilités personnelles de Brandt, son alcoolisme et ses liaisons. Mais le système de Wolf comportait une faille imprévue. Il avait passé des années à exploiter la vie privée de secrétaires esseulés. Maintenant, la vie privée de son propre agent allait détruire sa plus grande opération. En 1973, un officier du contre-espionnage ouest-allemand examinait d'anciennes interceptions du trafic radio est-allemand. Il a déchiffré un message datant d'avril 1957 qui disait « Félicitations pour le 2e homme ». Le message ne signifiait rien à l'époque, mais la date correspondait précisément à la naissance du fils Guillaume, Pierre. Le 2e homme était le nouveau-né, le père étant le premier. C'était exactement le genre d'intimité humaine privée que Lou avait exploité chez les autres pendant des années, et c'était le fil qui a tout dénoué. Après une année de collecte de preuves, les autorités ouest-allemandes ont finalement procédé à l'arrestation. Le 24 avril 1974, la police est arrivée au domicile de Gunther Guillerme. Il s'est redressé et a déclaré « Je suis citoyen et officier de la RDA, respectez cela ». Cette confession sur place signifiait qu'un procès était à peine nécessaire. Le scandale a consumé le gouvernement ouest-allemand. Willy Brandt a démissionné de la chancellerie en mai 1974, invoquant son incapacité à détecter cet espion dans son propre bureau. Guillaume a été condamné à 13 ans de prison. Wolf a observé la chute de Brandt avec des sentiments mitigés. La démission était une défaite stratégique. La politique d'Ostpolitik de Brandt avait été extrêmement bénéfique pour la position internationale de la RDA. Brandt avait traité l'Allemagne de l'Est comme un État légitime, poursuivi la réconciliation et allégé l'isolement qui avait contraint le régime communiste. Sa chute a amené au pouvoir des politiciens moins sympathiques envers l'Est. Avec la perte de son espion le plus haut placé, Wolf avait perdu une bataille, mais la guerre continuait. Quelques années auparavant, en 1968, un jeune étudiant en économie nommé Rainer Rupp manifestait contre le Shah d'Iran lorsqu'un homme plus âgé s'est mis à marcher à ses côtés. C'était un recruteur de talent de la HVA. Ils sont allés boire une bière et manger un bol de goulash ensuite. À la fin du repas, l'étudiant avait accepté de devenir espion. Rainer Rupp s'est rendu à Berlin-Est pour rencontrer ses agents de liaison. Il a finalement obtenu un poste au siège de l'OTAN à Bruxelles. Sa femme britannique, Anne-Christine, y travaillait aussi. Ils ont passé leur lune de miel à Berlin-Est, où ils ont rencontré leurs officiers traitants. Wolf lui a donné le nom de code Topaz. Au cours des 2 décennies suivantes, Topaz allait livrer certains des secrets les mieux gardés de l'OTAN, y compris des plans de riposte nucléaire classés au plus haut niveau. Wolf était au sommet de sa gloire.
Il surveillait son empire invisible derrière une vitre sans teint. Puis, l'un de ses propres officiers a franchi un poste de contrôle et n'est jamais revenu. Dans la nuit du 18 janvier 1979, un premier lieutenant nommé Werner Stiller a décidé de faire défection. Stiller avait 31 ans, c'était un officier prometteur du département 13 de la HVA qui s'occupait de l'espionnage scientifique et technique. Il venait d'être élu premier secrétaire du parti pour sa section. À tout ce point de vue, il était un homme qui avait réussi, avec un nouvel appartement, un accès à des soins médicaux spéciaux et une voiture Wartburg, les privilèges de l'élite de la Stasi. Mais Stiller était insatisfait. Il avait une femme et 2 enfants à la maison, ainsi qu'une maîtresse. Il aspirait à la liberté et à une vie meilleure. Début 1978, Stiller a contacté le BND ouest-allemand par l'intermédiaire du frère de sa maîtresse en Allemagne de l'Ouest. Pendant des mois, il a opéré comme une taupe, communiquant avec ses nouveaux contacts à l'aide d'encre invisible et de messages radio-codés depuis un appartement sécurisé à Berlin. Le contre-espionnage est-allemand a réussi à intercepter certaines de ses communications. Un télégramme envoyé par sa maîtresse disant « Je ne peux pas exaucer ton souhait » a été signalé comme suspect, mais la lenteur bureaucratique et la période des fêtes ont fait que personne n'a donné suite avant qu'il ne soit trop tard. Le 18 janvier 1979, Stiller a assisté à un discours de Markus Wolf. Le sujet, ironiquement, était la sécurité. Wolf a averti ses officiers que la pire chose imaginable serait que l'ennemi s'infiltre dans nos rangs. Cette nuit-là, Stiller s'est évadé. Il avait volé le laissez-passer frontalier de son service dans un coffre-fort et falsifié un formulaire de mission affirmant qu'il devait effectuer une course de bagages, c'est-à-dire déposer l'équipement d'un agent dans des consignes à la gare de Friedrichstraße. Un garde a remarqué que ces papiers n'étaient pas remplis correctement, mais Stiller a réussi à bluffer. Le garde l'a laissé passer. Stiller a traversé les portes en acier vers le côté ouest de la gare, techniquement encore en territoire est-allemand, mais servant les voyageurs de Berlin-Ouest. Il a attendu sur le quai du U-Bahn, essayant d'avoir l'air détendu. Lorsqu'un train de métro jaune est arrivé, il était monté à bord. Le train a traversé Berlin-Est sans s'arrêter, émergeant à Rankendorfer Straße à Berlin-Ouest. Stiller est descendu sur le quai, a vu les enseignes au néon de l'Ouest et a appelé un taxi pour l'aéroport de Tegel. À l'aéroport, il s'est approché du premier policier qu'il a vu, a annoncé qui il était et a demandé à être conduit au BND. Avant de quitter le siège du HVA, Stiller avait pénétré par effraction dans le bureau de son chef de département. Il a entassé environ 20 000 pages de documents et de dossiers microfilmés dans ses valises, ainsi qu'un annuaire téléphonique de son département qui comprenait les noms et les photographies des officiers du HVA. Cela comprenait l'identité des 7 agents qu'il dirigeait personnellement, ainsi que des pistes sur 20 à 25 autres sans des espions nucléaires aux ingénieurs d'IBM, des informateurs et des agents ont été arrêtés. Mais la chose la plus importante que Stiller ait emportée n'était pas dans ses valises. Elle était dans sa mémoire. 6 mois plus tôt, à l'été 1978, le contre-espionnage suédois avait photographié un couple d'âge moyen devant un immeuble à Stockholm. L'homme portait des lunettes de soleil et dégageait une autorité tranquille. Il voyageait avec un faux passeport diplomatique est-allemand sous le nom de Dr Kurt Werner. Les renseignements suédois ont envoyé les photos aux Allemands de l'Ouest, mais à Bonn, personne n'a pu l'identifier. Lors de l'interrogatoire de Stiller, ses agents de liaison lui ont montré une liasse de photos de surveillance. Il a immédiatement reconnu l'homme aux lunettes de soleil. C'était son ancien patron. Le 5 mars 1979, Der Spiegel a publié l'image. Pour la première fois, le monde a vu le visage de Markus Wolf. L'homme sans visage avait été identifié. Wolf était furieux. Son anonymat, la possibilité de rencontrer des agents à Vienne ou à Stockholm sans craindre d'être reconnu, était perdu à jamais. Mais Wolf s'est adapté. S'il ne pouvait plus aller à l'Ouest, l'Ouest devrait venir à lui. Et en 1981, c'est ce qui s'est passé. Une lettre est arrivée à la mission est-allemande à Bonn. Elle était écrite en lettres majuscules pour dissimuler l'écriture. L'auteur affirmait être un officier du BFV, le contre-espionnage ouest-allemand, et proposait sa coopération. Un billet de banque était joint, son numéro de série servant de code pour de futures communications. Wolf soupçonnait un piège, mais l'un de ses agents reconnut l'écriture sur l'enveloppe. Elle appartenait à un homme nommé Klaus Kuron.
Couronne était un officier supérieur du contre-espionnage chargé de retourner les espions est-allemands en agents doubles. Il était aussi endetté, amer d'avoir été écarté d'une promotion et prêt à changer de camp pour 150 000 marks allemands en avance plus un salaire mensuel. Wolf l'a rencontré personnellement à Dresde. En échange de l'argent, Curon a offert à Wolf une fenêtre sur le contre-espionnage ouest-allemand, y compris les noms des agents travaillant secrètement pour l'Ouest. Aussi important que soit devenu Curon pour lui en tant qu'espion, Wolf était bien plus ambitieux que cela. Il a visé l'OTAN et la montagne du diable. À la périphérie de Berlin-Ouest, s'élevant sur une colline de gravats de guerre, se trouvait l'une des installations de renseignement les plus sensibles d'Europe. Les Américains l'appelaient la station de Berlin. Les habitants connaissaient la colline sous le nom de Teufelsberg, la montagne du diable. Plus de 1000 techniciens y travaillaient, interceptant les communications du pacte de Varsovie. Wolf savait que l'installation existait. Ce qu'il ne savait pas, c'était sa portée. En 1982, un analyste du renseignement de l'armée américaine nommé James Hall est entré dans un garage automobile à Berlin-Ouest et a plaisanté avec le mécanicien turc sur la facilité avec laquelle il pourrait gagner de l'argent en vendant des secrets. Le mécanicien travaillait aussi comme recruteur de talent pour les services de renseignement SS allemands. Il a immédiatement signalé la rencontre. Ce qui s'ensuivit fut l'une des infiltrations les plus dommageables du renseignement électromagnétique américain durant la guerre froide. Après avoir été recruté par Wolf, Hall a remis des milliers de pages de documents classifiés, suffisamment pour permettre aux soviétiques de revoir entièrement leur code radio et de rendre la surveillance américaine aveugle pendant des années. La chute de James Hall est venue du même penchant qu'il avait recruté, la cupidité. Il a tenté d'éliminer l'intermédiaire et de vendre directement aux soviétiques. Cela l'a mis dans le viseur du FBI. En décembre 1988, alors qu'il était de retour aux États-Unis, il est entré dans une maison. Un hôtel à Savannah, en Géorgie, où il attendait un paiement. L'homme qui l'attendait était un agent infiltré. James Hall a finalement été condamné à 40 ans de prison. La vie personnelle de Wolf était aussi tumultueuse que ses activités d'espionnage. En 1985, Wolf était marié à son épouse Amy depuis 30 ans. C'était un mariage de convenance sans amour, et Marcus était rarement fidèle. Il voulait prendre sa maîtresse, Christa Heinrich, une couturière de Karl Marxstadt, comme seconde épouse. Bravant ses supérieurs, il a divorcé et a épousé Christa en 1976, mais ce second mariage allait lui aussi bientôt imploser. En mars 1985, Marcus a invité la meilleure amie de Christa à passer un week-end dans leur maison au bord du lac Apranden. Andrea était l'amie de Christa depuis l'enfance dans leur ville natale de Lauter. Elle était la marraine de l'un des enfants de Christa. Elle est arrivée avec son mari. Pendant ce week-end, Marcus et Andrea ont commencé une liaison. Lorsque Christa les a surpris, elle a confronté son mari et il n'a fait aucune tentative pour nier. Lorsque le patron de Wolf, le chef de la Stasi, Erich Mielke, a appris la liaison, il est devenu furieux. Non pas à cause de l'immoralité, mais à cause du risque pour la sécurité. Andrea avait un casier judiciaire. En 1968, elle avait été arrêtée par la Stasi pour avoir tenté de s'évader de la Roumanie vers l'ouest. Pour Mielke, une relation entre son chef espion et une femme représentant un risque pour la sécurité était intolérable. Le problème, c'est que Wolf refusait de faire des compromis. Il n'acceptait pas de garder Andrea comme maîtresse dans un appartement à Berlin-Est, ni de rester marié à sa femme Christa. Mielke était furieux, mais finalement Wolf a obtenu gain de cause. Christa a été contrainte à un divorce discret et s'est vue promettre un soutien financier, ce qui a permis à Wolf d'épouser Andrea, ce qu'il a fait presque immédiatement. Le divorce a été finalisé en octobre 1986. Mais cela n'a pas été sans coup. L'affaire avait provoqué une rupture professionnelle et Wolf a été placé sous surveillance par sa propre organisation. Il savait qu'il approchait de la fin de sa carrière et l'affaire a servi de catalyseur. À la suite de cette histoire, Christa a sombré. En juillet 1988, elle a fait une overdose de comprimés et est restée dans le coma à l'hôpital pendant 5 jours. Après sa convalescence, elle est partie en Bulgarie pour se rétablir. Là-bas, elle a rencontré un homme d'affaires ouest-allemand qui est tombé amoureux d'elle. Il a contacté le BND pour l'aider à s'échapper d'Allemagne de l'Est. Le BND a senti un coup de propagande, l'ex-femme du grand maître espion faisant défection vers l'Ouest. Mais la Stasi a intercepté les communications. Christa a été placée sous surveillance 24 heures sur 24 et elle n'a jamais réussi à s'échapper.
Alors que sa vie personnelle et professionnelle étaient en plein désarroi, les fondements de l'État et de l'idéologie qu'il servait commencèrent également à s'effondrer. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé. Cela n'était pas censé se passer ainsi. Lors d'une conférence de presse, un porte-parole confus a donné une réponse ambiguë sur les restrictions de voyage. Les Berlinois de l'Est, voyant cela à la télévision, se sont précipités au point de contrôle, ont submergé les gardes sans instructions claires et ouvert les portes. Markus Wolf a regardé avec horreur. Il avait souhaité une réforme, peut-être une Allemagne de l'Est socialiste réformée et séparée qui pourrait enfin obtenir le véritable soutien de ses citoyens. Au lieu de cela, il a vu la panique des dirigeants et une réunification spontanée qu'il n'avait jamais souhaitée. En quelques jours, les Allemands de l'Est prenaient eux d'assaut le siège du ministère de la Sécurité d'État. Ce qui suivit fut appelé les Fêtes du Broyeur, une tentative frénétique de détruire des décennies de dossiers avant qu'ils ne tombent en de mauvaises mains. Certains dossiers ont été brûlés, d'autres ont été déchirés à la main lorsque les broyeurs ont surchauffé. Beaucoup ont survécu. Parmi ceux qui ont survécu figuraient les dossiers de la HVA, le département de Markus Wolf. Les réseaux de Markus Wolf et ses nombreux espions se sont effondrés en même temps que le mur. En fait, ils sont devenus obsolètes du jour au lendemain. Avec l'Allemagne auparavant divisée puis réunifiée, les Américains pensaient qu'ils pourraient encore trouver une utilité à leur ancien adversaire. Au printemps 1990, 2 officiers du renseignement américain sont arrivés au domaine de campagne de Wolf à Pranden. L'un d'eux était Gardner Gusataway, l'ancien chef à la retraite du contre-espionnage de la CIA. L'autre n'a été présenté que sous le nom de Charles, le chef de poste de la CIA à Berlin. Ils étaient dans un état de panique silencieuse. Les agents de la CIA en Union soviétique étaient arrêtés et exécutés à un rythme alarmant. Quelqu'un à l'intérieur du renseignement américain les trahissait, une taupe qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Son nom, découvrirent-ils plus tard, était Eldridge Ames. La CIA pensait que Wolf, avec ses vastes connexions au KGB, pourrait être capable d'identifier le traître. L'accord qu'il proposait était simple, un passage sûr vers les États-Unis et une vie confortable en Californie ou en Floride. En échange, il voulait prendre des informations. Wolf refusa, disant qu'il ne trahirait jamais quelqu'un qui avait travaillé pour lui. Les Américains durent rentrer chez eux les mains vides. À l'approche de l'unification allemande, Wolf savait qu'un mandat d'arrêt serait lancé contre lui. Ne voulant pas affronter ce qu'il considérait comme la justice de Victor, lui et Andrea ont fui l'Allemagne le 28 septembre 1990. Ils ont traversé la frontière autrichienne avec leur voiture et de vrais passeports avant le renforcement des contrôles. Des semaines durant, ils ont changé d'hôtel alors que son visage était en une des journaux européens. En novembre de cette année-là, ils ont traversé la Hongrie et l'Ukraine pour rejoindre Moscou. L'accueil qu'ils ont reçu a été froid. Mikhaïl Gorbatchev, soucieux de maintenir de bonnes relations avec la nouvelle Allemagne unifiée, a refusé de voir son ancien allié. Wolf a vécu tranquillement en exil, observant l'effondrement progressif de l'Union soviétique elle-même. Lorsque les conservateurs ont tenté un coup d'État contre Gorbatchev en août 1991, la position de Wolf est devenue intenable. Avec la perte de pouvoir de ses protecteurs et l'effondrement de l'URSS, il n'avait d'autre choix que de retourner en Allemagne. Le 24 septembre 1991, Markus Wolf est arrivé au poste frontière allemand et s'est rendu aux autorités. Il a passé les 11 jours suivants en garde à vue avant d'être libéré sous caution. Il a ensuite passé 2 années supplémentaires dans ses appartements à Berlin en attendant son procès. Son procès a finalement commencé le 4 mai 1993 à Düsseldorf. Wolf soutenait qu'il ne pouvait être jugé pour trahison envers l'Allemagne de l'Ouest car il n'avait jamais été citoyen ouest-allemand. Il était citoyen de la République démocratique allemande souveraine et chef de son service de renseignement extérieur. Il assimilait sa position à celle des directeurs de la CIA ou du MI6. Le tribunal n'a pas été convaincu. En décembre 1993, Wolf a été reconnu coupable de trahison et de corruption et condamné à 6 ans de prison, mais la bataille juridique n'était pas terminée. En mai 1995, la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne a rendu une décision qui a confirmé l'argument central de Wolf. Les anciens agents du renseignement allemand, qui avaient espionné uniquement depuis le territoire de la RDA, a estimé la Cour, ne pouvaient pas être poursuivis pour trahison contre l'Occident. Ils avaient agi au nom d'un État souverain. La Cour suprême fédérale a annulé la condamnation de Wolf en octobre 1995. Il n'était cependant pas totalement sans conséquences juridiques.
En 1997, un tribunal l'a condamné pour des chefs d'accusation distincts liés à la détention illégale, à la coercition et aux blessures corporelles, concernant 4 enlèvements commis par son service à l'époque de la guerre froide. Il a écopé d'une peine de 2 ans avec sursis, n'effectuant ainsi aucune peine de prison. Wolf est sorti libre. Ses agents n'ont pas eu cette chance. Les dossiers qui ont survécu aux séances de déchiquetage, alignés bout à bout, s'étendent sur 111 km de long. Ces dossiers, dont beaucoup sont aujourd'hui conservés dans une archive à Berlin, ont révélé l'ensemble du réseau. Les agents Roméo ont été appelés à témoigner contre les femmes qu'ils avaient séduites. C'était un des hommes comme Schneider, qui a admis devant le tribunal que toute sa relation avec Gabriel Gast n'était rien d'autre qu'une opération. Les agents restants de Wolf ont soit été démasqués et arrêtés, soit se sont rendus eux-mêmes. Klaus Curon, l'espion de Wolf au sein du contre-espionnage ouest-allemand, a tenté de s'enfuir. Il a récupéré un dernier paiement de ses agents traitants et accepté une offre d'asile du KGB à Moscou, mais il a perdu courage et a finalement décidé de se rendre. Il a été arrêté, jugé et condamné à 12 ans de prison. Rainer Rupp avait réussi à survivre à la défection de Stiller et a continué à espionner pendant encore une décennie. Au final, il n'a pas été arrêté par le contre-espionnage occidental. Il a été trahi en 1990 par l'un des propres analystes de Wolf, qui a fait défection lorsque l'État s'est effondré. Rupp a été arrêté en 1993 et condamné à 12 ans de prison. Dans ces dernières années, Markus Wolf est devenu quelque chose qu'il n'avait jamais été durant sa carrière opérationnelle, une personnalité publique. Installé dans son confortable appartement à Berlin, il apparaissait dans des émissions de débat et se présentait comme un homme de culture plutôt que comme un maître espion. Il a écrit ses mémoires « L'homme sans visage » qui ont été publiées en 1997. Pour un homme qui, pendant tant d'années, avait été contraint de vivre dans l'anonymat, il semblait se délecter des feux de la rampe. Wolf a toujours affirmé que ses agents travaillaient coûte par conviction et non par contrainte. Cela était vrai, du moins dans un cas. Sa soi-disant super taupe, Gabrielle Gast, croyait vraiment en la cause. Elle est devenue une amie et Markus lui rendait visite en prison. Gast a reconnu avoir espionné, affirmant que ses motivations étaient impures et qu'elle agissait pour promouvoir la paix entre les deux Allemagnes. Elle a également affirmé qu'elle n'était pas une victime. C'était son choix de devenir espionne. Ils n'avaient pas tous le luxe du choix. Un homme nommé Harman, un orphelin réfugié qui a perdu sa jambe pendant la guerre, s'est vu offrir un choix dans une prison est-allemande. Espionne pour nous ou pourrisse. Il a espionné pendant 30 ans. Lorsqu'il a été arrêté dans les années 1990, le tribunal a conclu que ses renseignements n'avaient causé aucun tort discernable à l'Occident. 30 ans de peur pour rien. Markus Wolf est décédé dans son sommeil le 9 novembre 2006. Il avait 83 ans. La date n'a pas échappé à ceux qui prêtent attention à ce genre de détails. Il est mort exactement 17 ans, jour pour jour, après la chute du mur de Berlin. Du mur. Il a été enterré au cimetière central de Friedrichsfelde, le lieu de repos des dirigeants socialistes et communistes. Ses funérailles ont été suivies par d'anciens collègues, des amis et des hommes politiques du parti de la gauche, le successeur du parti au pouvoir de l'État qui l'avait servi. Les dossiers de la Stasi, désormais ouverts aux chercheurs et aux victimes, contiennent des histoires que Wolf n'a jamais incluses dans ses mémoires. Les archives ont révélé que l'espion sans visage en avait en réalité plusieurs.